Merci Merci beaucoup. beaucoup, merci. On applaudit beaucoup pour vous, Yves. Voilà, on apprend beaucoup de ce leader engagé, en tout cas un pionnier de la localisation qui fait beaucoup de choses. Un exemple à suivre, hein. Aujourd'hui, votre organisation, en tout cas, met tout le monde d'accord aujourd'hui en ce qui concerne le sérieux qui est abattu sur le terrain. On espère que Tintois accueille un grain de thé bientôt, même si c'est à Fada ou ailleurs, on est prêt à venir et en tout cas à participer. Merci et vous restez avec nous si c'est possible pour la séance question. En attendant, on va recevoir votre copanéliste. Votre copanéliste, il est aussi méritant que vous et aussi emblématique que vous dans les travaux en ce qui concerne la localisation de l'aide. Lui, il a produit des connaissances, il a écrit un livre pour l'humanité, il a écrit un livre pour la postérité sur le pouvoir des acteurs locaux. Alors, il s'agit donc de Oumar Mahmoud Ba. Il est coordinateur CCFE du projet PADEM pour le financement de 400 porteurs de projets. Il est directeur technique de la Fédération mauritanienne des associations de personnes handicapées, titulaire d'une licence en économie, des masters en audit, contrôle et gestion de l'Institut de management de Dakar et d'un exécutif diplôme en strategic project management. Il est, comme je le disais, auteur du livre Les outils du contrôle de gestion au profit de l'administration mauritanienne. Et l'autre livre, en plus, c'est le leader communautaire. Il est alumni de la session 12, consultant formateur auprès de Yali Dakar sur la mobilisation des ressources, fondateur de BEMAD, un bureau d'expertise spécialisé dans l'octroi de bourses d'études et l'accompagnement des étudiants professionnels et chercheurs et le renforcement des capacités des ONG et organisations. Jeune ambassadeur de la Terre du programme asiatique My Future, My Voice sur les questions de changement climatique. Enfin, coordinateur pays Mauritanie du programme sur l'agriculture. Il est nommé Youth Changemaker de l'année 2024-2025. À vous la parole, Monsieur Oumar Ba. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, nous vous entendons. Alors, bonsoir. Ok, parfait. Merci. J'ai très bien aimé les différentes interventions qui ont été faites par nos deux panélistes. Et je reviens aussi pour confirmer, je n'ai pas retenu le nom, mais quand même le dernier intervenant euh, qui Yves a fait une très Woba. belle intervention et qui a rappelé, c'est Yoruba. Woba, Woba, Yves. Waba, ok. Donc, Waba a rappelé aussi certains aspects qui sont à la fois importants pour les organisations internationales et aussi cette interconnectivité entre les OCB, que j'appelle les OCB, ce sont les organisations communautaires de base, avec les organisations internationales. Alors, pour revenir un peu, il a un peu souligné aussi le due diligence qui est important. Et il faut savoir que ça n'empêche pas d'avoir des fonds. Mais c'est juste, disons que c'est une étape, n'est-ce pas, d'accès au fonds. Ça permet aux bailleurs de se dire, OK, tiens, vous êtes bien dans ça, vous êtes bien dans ça, et vous avez besoin de renforcement dans temps, dans temps, dans temps. Donc ça, le due diligence, qu'aucune organisation ne se plaigne. C'est pas un document à avoir chez nous, mais quand même, chaque organisation internationale peut nous interpeller ou peut nous amener, n'est-ce pas, à remplir ce due diligence pour qu'ils puissent mesurer en quelque sorte nos forces et nos faiblesses en ce qui concerne euh, l'organisation de manière globale, les capacités, n'est-ce pas, de mobilisation et les capacités de l'organisation à mettre en œuvre un projet quelconque. Il y a un autre aspect qui revient très souvent, qui est la sauvegarde. Surtout pour certaines organisations qui sont dans la protection, il y a toujours la sauvegarde et la protection, qui est un élément aussi clé et dont le bailleur parfois pousse aux acteurs ou aux ONG, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, se conformer à ce type de politique. Donc là, c'est simple. Je vous invite à des choses. Si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas
chez vous une politique RH ou une politique de protection. Minimum, ce que vous pouvez faire en attendant de répondre à des appels d'offres, c'est de rentrer dans les plateformes, que ce soit les plateformes de l'UNICEF, les plateformes de l'AFD, les plateformes de l'IDEP, de l'Institut de développement économique et panafricain, et de faire des formations sur la protection. Faites des formations sur la protection et le sauvegarde. Très souvent, ils les appellent les PSEA et d'autres ont d'autres noms. Ça dépend des structures. Donc, ce sont des formations sur la protection contre les exploitations et l'abus sexuel. Donc, avoir des attestations d'abord des bailleurs qui sont ici, n'est-ce pas, de la plateforme des bailleurs, et en lui-même un argument solide, n'est-ce pas, pour dire voilà, nous avons fait tant, et ça va faciliter en quelque sorte aussi les procédures internes que l'ONG ou que l'organisation internationale a en son sein. Je vous donne un exemple. Très récemment, nous avons obtenu, la direction de la Fédération mauritanienne a obtenu un financement de 100 000 dollars. Bon, avant ce financement-là, UNICEF nous avait interpellés. Ils nous ont demandé est-ce qu'on avait une politique générale de sauvegarde et de lutte contre les exploitations et les abus sexuels. Alors, à ce moment, on n'en avait pas. Et comme que le bailleur est plus intéressé parce ils veulent toucher les handicapés, et ils doivent passer par la fédération. Et moi, en tant que directeur technique, c'était moi qui prenais en charge tout ce qui est aspect technique. Ils étaient obligés de nous amener à se formaliser avant même de rentrer dans le processus de financement. C'est pour dire, quand vous faites beaucoup de choses sur le terrain et quand les bailleurs, n'est-ce pas, ont besoin de vous, ils vont assouplir, n'est-ce pas, ces différents aspects pour vous. Mais toujours, ça revient toujours à, il faudra que l'organisation ou l'ONG, il y ait un ancrage solide, n'est-ce pas, dans sa communauté. C'est ce qui permet aux bailleurs de venir chez vous. Une organisation qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas sa communauté, une organisation qui n'a pas un ancrage solide dans certaines zones ou dans certaines régions, il n'a pas un certain nombre de couvertures régionales, même si elle a pas mal d'outils, elle a pas mal de manuels en interne, elle se verra toujours le bailleur, lui, il ne prenait pas. Il va. Le bailleur est intéressé, n'est-ce pas, par votre organisation. On a Il beaucoup faut de gens ces qui ont... normes de conduite, toutes ces procédures en interne pour que vous puissiez accéder à ces types de financement. Mais je vous le dis et je vous le répète toujours, ayez un ancrage solide et évitez une chose, évitez de perdre de temps quand vous n'avez pas de financement. Au lieu de rester, ça, plutôt c'est pour une OCB, une OCB qui n'a pas de financement et qui reste en attente du financement, c'est une OCB, n'est-ce pas, qui n'est pas viable. Autrement dit, je veux dire quoi par ici? Il ne faut jamais attendre le financement. Comment nous pouvons nous conduire dans l'attente de financement? La première chose que je dis, c'est se former dans les plateformes des bailleurs avant même que vous accédez à ce type de financement. Beaucoup de personnes ne le font pas ou bien le font à titre individuel. Mais là, je parle que CLES, par exemple, quand on dit CLES, veut concourir à des financements de l'UNICEF. CLES doit faire en quelque sorte une petite mission, des petits challenges en interne, que tout le staff de CLES rentre dans la plateforme, n'est-ce pas, de l'UNICEF et se forme dans tout ce qui est politique, les politiques de sauvegarde et d'exploitation des abus sexuels. Et quand vous postulez tous je suis en train de donner en même temps une stratégie de communication, mais qui vise aussi à donner une image auprès de votre organisation. Et quand tout le monde se forme et vous obtenez vos certificats, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les publier dans LinkedIn et vous taguez l'UNICEF. Comme quoi, nous sommes fiers de dire, nous sommes fiers de rappeler que tout le staff de CLES a été formé dans les politiques de sauvegarde et d'exploitation aux abus sexuels, n'est-ce pas, auprès de la plateforme UNICEF. Vous taguez l'UNICEF. Là, l'UNICEF va dire pourquoi ces gens-là s'intéressent à notre politique de sauvegarde. Et eux, chez eux, ils gagnent des points. Mais chez vous aussi, vous gagnez une visibilité en quelque sorte. Donc, il faudra toujours avoir ces petites. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Donc, ce sont des petites stratégies qui vont vous amener à être dans les viseurs. Ça, c'est de un. De deux,
aller voir les frustrations des communautés. Aller rendre aller rendre c'est-à-dire faire des visites auprès des communautés et essayer de prendre un maximum d'anomalies qu'il y a en communauté, des manques de ressources qui sont liées, n'est-ce pas, qui surviennent dans les communautés, recenser les besoins des communautés. Et quand vous recensez tout cela, faites des projets en fonction des thématiques. N'attendez pas il faut travailler dans ce sens. C'est-à-dire, vous partez dans une région, vous regardez cette région, vous couvrez à peu près 3 ou 4 zones, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons recenser les besoins de cette communauté et après ça, qu'est-ce que un projet dans l'environnement, un projet dans la protection de l'enfance, un projet dans peut-être le soutien des personnes en situation de handicap, et ainsi de suite. Maintenant, ces projets, elles seront dans votre banque de projets. Et quand un bailleur, n'est-ce pas, voudra se lancer, ça lancera un appel à projet, il faudra, là vous aurez une base. Et à partir de cette base, vous pouvez produire, n'est-ce pas, un document qui vient, n'est-ce pas, de la communauté, parce que ce sont les besoins de la communauté qui sont là. Et ne faites pas l'erreur de toujours attendre qu'un bailleur publie quelque chose. Et là, on est là en train de rédiger et on essaie de faire à la va-vite. On essaie de rédiger quelque chose et on l'envoie. Parfois, ce type de réponses peuvent ne pas avoir un impact réel, n'est-ce pas, auprès des communautés parce qu'on n'a pas impliqué les communautés dès le départ du projet. Donc, pour ne pas perdre du temps, il faut toujours aller vers l'essentiel, essayer de se rapprocher des communautés et essayer de rédiger des projets et les mettre en, en attente. En attente. C'est comme ça que l'UNICEF fait, c'est comme ça que les Nations Unies font. Parce qu'ils ont en interne des équipes de mobilisation qui travaillent sur des thématiques, n'est-ce pas, sur des projets thématiques et il banque, n'est-ce pas, et quand maintenant il y a un bailleur, il y a un bailleur, n'est-ce pas, il y a la Banque mondiale, par exemple, qui veut financer un certain nombre de choses, automatiquement, ils ont un projet qui répond à ce type de projet. Donc, la même chose doit être opérée auprès de nos organisations aussi. Donc, détecter les vrais besoins, mobiliser les ressources locales qui transforment les frustrations en projets. Je dis bien frustration parce que le mal des communautés, c'est ce qui fait la réponse d'une intervention humanitaire. Donc voilà. Donc la société civile doit être, n'est-ce pas, doit être la ligne première de gouvernance réelle. Autrement, dans mon livre, par exemple, j'ai rappelé ici la gouvernance territoriale émergente. Je l'ai appelé le GTE, n'est-ce pas, qui vise à dire à quel moment une organisation est durable. Une organisation est durable quand il a une mission claire. Donc, une ONG qui se dit ONG doit avoir au moins une mission claire, un statut, une gouvernance participative, une transparence et la redevabilité. Donc, c'est le premier intervenant à souligner la redevabilité, qui est très important et qui vise aussi à donner une image, une bonne image de l'organisation auprès des bailleurs en question. Autrement, les ECB ici, j'ai rappelé que les ECB partent du problème réel, agissant vite et impliquent directement la communauté. Ici, c'est pour dire que les OCB, eux, ils ont un ancrage. Une OCB qui n'a pas un ancrage territorial n'est pas digne de mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Donc, votre première source, n'est-ce pas, de visibilité, c'est votre ancrage territorial. Donc, ayez quel que soit des antennes ou ayez, n'est-ce pas, une cartographie des besoins par communauté. Et c'est ça qui servira de premières négociations auprès des bailleurs. Donc, mais j'aurais aimé, si j'avais eu beaucoup plus de temps, j'aurais aimé écouter 3 ou 4 projets des bénéficiaires qui sont présents ou bien des organisations qui sont présents. Et je vais voir à quel moment leur capitalisation, durant la mise en œuvre de leur projet, à quel moment leur capitalisation les a servi à mobiliser un autre projet. Parce que, comme je l'ai dit, la même technique qu'on utilise dans la formation, n'est-ce pas? On se forme et on attend, on tag le bailleur
en question pour dire, nous, on se fonde dans ça, pas parce que vous nous avez donné des financements, mais parce qu'on sait que cette chose est importante. Et là, automatiquement, eux, ils vous auront dans le rétroviseur. C'est de la même façon que quand on est en train de capitaliser. Au même moment, on est en train de capitaliser un projet qui est en train de finir. On fait aussi un recours à un autre projet par un autre moyen de mobilisation. Donc voilà, par ça, j'aimerais juste rappeler un projet qui réussit. Les projets qui réussissent sont un projet qui, n'est-ce pas, c'est quand la communauté se sent actrice dans ce projet, c'est quand les décisions sont partagées et c'est quand les résultats sont visibles sur le terrain et c'est quand les conflits sont gérés. Donc, un projet qui ne répond pas ou qui ne vise pas à faire sortir, au-delà même des indicateurs du projet en question, qui ne vise pas à faire sortir ces quatre éléments, n'est-ce pas? C'est pas un projet qui a réussi. Donc voilà, et je vous rappelle un peu les bases ou bien les principes de mon livre qui visent, n'est-ce pas? Le livre n'est pas encore sorti, mais ça sera bientôt, ce qui vise à faire ressortir la participation, comment nous pouvons travailler pour renforcer la participation, la transparence, l'économie sociale, et comment à travers une économie sociale, nous pouvons mobiliser des fonds durables, n'est-ce pas, à travers notre propre approche qui n'implique pas forcément le bailleur. Et aujourd'hui, comment les ODD euh, peuvent être reconditionnés en fonction de nos valeurs et principes et en fonction de nos réalités et contextes. Donc, sur ces mots-là, je pense que je suis à 24. Je m'arrête là et s'il y a des questions, je pourrais rentrer en profondeur euh, dans l'intervention. Merci.